Quel est une petite mensonge que tu as raconté, qui a tellement grandi que tu as dû le maintenir à 24 ans? J'étais essentiellement un désastre ambulant. J'avais été refusé chez Target, Walmart, même à la station-service du coin. Je dormais dans ma Honda Civic en ruine, après avoir perdu mon appartement, et je n'avais qu'environ 12 € à mon nom. Alors quand j'ai vu cette offre d'emploi pour réceptionniste dans ce cabinet d'avocat chic du centre-ville, je me suis dit, pourquoi pas? L'annonce disait bilingue préféré, et sans réfléchir, j'ai simplement coché la case espagnole. Je veux dire, j'avais pris 2 ans d'espagnol au lycée. Ça pouvait pas être si dur, non? L'entretien était avec une dame âgée en costume élégant, qui avait l'air de pouvoir m'acheter et me vendre 10 fois. Tout se passait bien, jusqu'à ce qu'elle sourie et dise quelque chose en espagnol. J'ai paniqué, et murmuré la seule chose dont je me souvenais. J'aime la pizza. Elle a ri et a dit, assez bien, nos clients hispanophones adoreront avoir quelqu'un qui comprend leur culture. Je pensais que je le découvrirais dès le premier jour, mais il s'est avéré que tout ce que je devais faire était de répondre au téléphone et d'avoir l'air professionnel. La plupart des clients hispanophones apportaient leur propre traducteur. De toute façon, chaque fois que quelqu'un appelait en parlant espagnol, je les mettais en attente et utilisais frénétiquement Google Traduction pour comprendre ce qu'il voulait. Google Traduction est devenu mon meilleur ami. Cela a duré des mois. J'ai commencé à regarder des telenovelas espagnoles le soir dans ma voiture, essayant de saisir des phrases. J'ai téléchargé Duolingo et fait des leçons pendant les pauses déjeuner. Je me suis même lié d'amitié avec Rosa à la cafétéria et j'ai pratiqué les commandes en espagnol jusqu'à ce qu'elle se fâche contre moi. Puis tout a dérapé. Un des plus gros clients du cabinet, un vieil homme nommé Miguel, qui possédait la moitié des restaurants de la ville, est mort subitement. Sa veuve ne parlait que l'espagnol et était dévastée. Et d'une certaine manière, parce que j'étais le gars bilingue, on m'a désigné comme traducteur. Lors de ses funérailles, j'ai supplié mon patron de laisser quelqu'un d'autre le faire. C'est énorme, Elias, ça montre à quel point nous avons confiance en toi, a-t-il dit. Il n'y avait aucun moyen de reculer sans compromettre ma couverture. La nuit avant les funérailles, je n'ai pas dormi du tout. J'ai utilisé toutes les applications de traduction que j'ai pu trouver, regardé des vidéos YouTube sur les phrases funéraires. J'ai même appelé la mère d'un ami, originaire du Mexique, pour pratiquer ce que je pourrais avoir à dire. Mais quand le jour J est arrivé, je transpirais à travers mon seul costume. Eh bien, la cérémonie était pleine. Avocats, propriétaires d'entreprise, membres de la famille, tous me regardaient, comme si j'étais censé être un expert. La veuve, vêtue de noir, tenait une urne contenant les cendres de son mari. Le prêtre a commencé à parler, et ça se passait bien. Je traduisais les choses basiques. Puis, elle s'est effondrée, étalée devant en tenant cette urne, et a commencé à sangloter ces mots émouvants, rapides en espagnol. Tout le monde s'est tourné vers moi. La salle entière est restée silencieuse, à part ses pleurs. Je suis resté figé. Je ne comprenais pas la moitié de ce qu'elle disait. Elle parlait de souvenirs, d'amour, de pardon, mais tout était mêlé de douleur et de larmes. Alors j'ai fait ce qui m'est venu à l'esprit. J'ai traduit ce que je pensais qu'elle voulait dire. Elle dit que Miguel était l'amour de sa vie. J'ai commencé avec une voix douce et respectueuse. Elle dit qu'il lui a appris que l'amour n'est pas parfait, mais qu'il vaut toujours la peine de se battre pour lui. Elle lui pardonne les fois où il a travaillé trop tard, et espère qu'il lui pardonnera les fois où elle a été trop fière pour dire qu'elle était désolée. J'ai continué à ajouter des choses qui semblaient justes, sur la façon dont il la faisait rire quand elle était triste, comment il gardait toujours le dernier morceau de gâteau pour elle, comment leur histoire d'amour ne se terminait pas, elle changeait simplement. Toute la salle pleurait. Même l'avocat qui m'avait engagé avait les larmes aux yeux. Quand j'ai fini, la veuve est venue vers moi et a saisi mes mains. Elle a chuchoté quelque chose en espagnol que je ne comprenais pas encore, mais je pouvais sentir que c'était reconnaissant et sincère. J'ai juste hoché la tête et serré ses mains en retour. Après la cérémonie, tout le monde est venu me remercier. C'était magnifique, ont-ils dit. As-tu vraiment capturé son cœur? Je me sentais comme le plus grand imposteur du monde, mais aussi étrangement fier d'avoir aidé cette femme à partager son histoire d'amour. De retour au bureau, lundi matin, mon patron m'a appelé. Elias, tu as fait un travail incroyable lors des funérailles. Nous te promouvons au poste de traducteur à plein temps. Avec une augmentation, j'ai eu un coup au ventre. Une promotion signifiait plus de responsabilités, plus d'espagnol, plus de risque d'être démasqué. Mais voici la partie folle. Ce soir-là, je me suis inscrit à de vrais cours d'espagnol au collège communautaire. J'ai étudié plus dur que jamais dans ma vie. J'ai pratiqué avec Rosa jusqu'à ce qu'elle devienne ma tutrice non officielle. J'ai regardé les actualités en espagnol. J'ai lu des livres en espagnol. J'ai même commencé à penser en espagnol parfois 6 mois plus tard. J'étais vraiment fluide. Un an après, j'étais l'un des meilleurs traducteurs de la ville.